Donc nous allons passer à la présentation suivante, qui va être plus donc sur le référencement vertical, donc sur les impacts relatifs de la subsidence de la montée du niveau marin alors à Mayotte. Et vraiment bienvenue alors. Je suis content d'avoir par Mathieu Janson. Bonjour à tous, je suis Mathieu Janson, je suis du Centre universitaire de Mayotte, je suis enseignant-chercheur en géographie. Et donc je vais vous présenter les travaux que l'on fait avec plusieurs collègues enseignants-chercheurs et des thésardes sur les travaux sur le suivi des impacts de la subsidence et donc de la montée du niveau marin relatif à Mayotte. Alors je vais vous présenter déjà quelques diaporamas sur Mayotte, qui est peut-être un territoire qui est mal connu en métropole, et sur les phénomènes actuels qui s'y déroulent. Alors Mayotte, c'est situé au nord du canal du Mozambique, dans l'océan Indien, au nord de Madagascar. Donc c'est un archipel assez petit, qui fait 374 km². Avec une population assez nombreuse, estimée à environ 300 000 habitants. C'est estimé parce qu'on a des problématiques d'immigration clandestine des îles voisines. Donc il y a des chiffres qui tournent autour de 400 000. Bon, c'est assez délicat à estimer. Une forte densité de population, 800 habitants par km². Et une population très jeune, 60% à moins de 20 ans. Donc les estimations à l'échéance 2050 vont de 500 000 habitants à 800 000 habitants. Donc vous pouviez imaginer les défis qu'il y a également pour aménager le territoire. Donc Mayotte baigne dans un grand lagon qui fait 500 000 km², avec de nombreux récifs, donc tout ce qui est en bleu clair sur l'image satellitale. Donc récif barrière entrecoupé de passes, que l'on peut voir par exemple comme ici. Une double barrière qui est assez rare au niveau mondial, une en Nouvelle-Calédonie également, et un récif frangeant qui ceinture tout le littoral. Donc c'est un archipel d'origine volcanique, où les manifestations qui étaient les plus récentes, comme par exemple ici sur Petite Terre, ici vous voyez des maars, donc des cratères d'explosion. Quand la lave a rencontré l'eau, ça fait des explosions, donc qui sont datées entre 4000 et 6000 ans, donc assez récents. Donc ceci, j'avais une photo qui ne s'affiche pas, c'est pas grave. Donc ceci nous amène à un littoral qui est très diversifié, avec 51% de côtes rocheuses à falaises, notamment des mangroves, des plages de poche. Donc la plus grande plage de Mayotte fait 1200 mètres de long, et quelques littoraux artificialisés, mais qui sont assez réduits. Donc là, normalement, je vous avais des belles photos avec des plages et des mangroves. Bon, tant pis. Alors, le phénomène actuel qui nous intéresse, c'est donc une grosse éruption volcanique qui se déroule au large de Mayotte. Donc ici, vous avez un beau bloc diagramme. Donc ici, vu du dessus, et ici, vu en coupe, vous retrouvez Mayotte. Et donc, vous avez un réservoir magmatique qui se situe à environ 30 km au large et 30-40 km de profondeur, et qui s'est vidé. Donc ceci a entraîné une éruption volcanique qui s'est manifestée. Donc au début, on ne savait pas que c'était une éruption volcanique. Nous avons eu de très nombreux séismes, donc qui se sont déclenchés à partir du mois de mai 2018, où nous avons eu des séismes quotidiens. Moi, je me souviens sur mon bureau, la bouteille d'eau qui tremblait perpétuellement. C'était assez impressionnant, on ne savait pas ce que c'était. Le plus gros séisme a atteint une magnitude de 5,9 quand même, donc ce qui n'est pas rien. Donc il y a eu des mouvements de panique même de la population et tout, qui sortaient dans la rue, qui ne comprenaient pas. Donc ici, vous voyez la dernière actualisation en fait, des séismes, donc qui date d'août 2022. Donc on a eu plus de 2000 séismes supérieurs à une magnitude de 3,5, qui est conséquent, plus de 36, donc magnitude 5. Donc ils sont localisés, vous voyez, un essaim principal au large immédiat de Mayotte, qui est une caldeira en fait, une caldeira juste du réservoir magmatique. Et plus loin, donc avec les séismes les plus puissants, qui correspondent en fait à la sortie de la lave en fait. Et les séismes correspondaient au début, au passage de la lave de la croûte océanique qui se frayait son chemin et qui a produit donc des vibrations. Donc une conséquence aussi, c'est un nouvel édifice volcanique qui s'est créé donc environ 50 km au large de Mayotte. Donc c'est un beau bébé, vous voyez ici l'échographie, donc il fait 800 mètres de haut, pour une base de 5 km de diamètre à la base. Donc ça, c'est le fond ici à 3500 mètres. Donc il n'a pas émergé. Et ici, vous voyez même le panache de fluide qui n'a pas atteint la surface avec les phénomènes de thermocline et halocline.
Donc il n'y a pas eu d'émergence de gaz en surface. Quand même un volume conséquent, hein, 6,6 km3. Donc c'est la plus grosse éruption historique depuis celle du Laki en 1783 en Islande, qui avait un volume de 13 km3. Une autre conséquence, c'est également que l'île a coulé. Donc il y a une subsidence assez importante. Donc ici vous avez des stations GNNS, donc celle de Dzaoudzi, qui est située à l'est de Mayotte, là où est situé le Marégraphe. L'antenne est juste au-dessus du Marégraphe. Donc ici vous voyez la série temporelle, à partir de mai 2018, hop. Et l'île a subsidé avec une vitesse qui est assez conséquente. On atteignait 1,5 cm par mois. donc assez impressionnant. Il faut savoir que comme toutes les îles océaniques d'origine volcanique, l'île de Mayotte subside naturellement à une vitesse de 0,19 mm par an. Donc là, le phénomène qui s'est déroulé en environ 15 mois, c'est l'équivalent de 900 ans. Et donc sur la côte ouest, ici, un peu moins de l'ordre de 10 cm parce que l'île bascule en fait vers le réservoir magmatique qui s'est vidé. Alors, les conséquences de cette subsidence, c'est donc une augmentation du niveau relatif de la mer, donc avec les données du marégraphe disponibles. Donc à Mayotte, il n'y a qu'un marégraphe, donc situé à Dzaoudzi. Donc ici, vous voyez la série temporelle à moyen terme avec quelques lacunes. Donc j'espère qu'avec les archives, on pourra essayer de combler ça. Et vous voyez très bien qu'à partir de mai 2018, vous avez un changement de régime avec une élévation de l'ordre de 20 cm. Et ici, donc, une série temporelle à très court terme, où on voit en pointillé bleu les niveaux observés. La ligne rouge, les niveaux prévus. Donc, vous voyez qu'on est toujours au-dessus des niveaux prévus, de l'ordre d'une vingtaine de centimètres, que ce soit à marée basse, à marée haute, etc. Les premières conséquences visibles, donc, c'est des marées hautes qui deviennent plus hautes. Donc sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qu'on a vu? C'est pendant les grandes marées d'équinoxe, les routes qui étaient inondées. Donc ici, c'est la route principale de Petite Terre qui mène Dzaoudzi à l'aéroport. Donc vous voyez, avec plusieurs décimètres d'eau à marée haute. Ici, une autre route. Donc à Mayotte, il n'y a pas beaucoup de routes. Donc la route est inondée, l'île est bloquée. Donc ça ne dure pas très longtemps. Mais bon, c'est suffisant pour paralyser un peu le trafic le matin. Et également, vous voyez ici, Mayotte, il y a beaucoup de populations pauvres, avec des habitats de type insalubre, qui sont un peu mis n'importe où. Donc vous voyez ici, c'est un temps calme, et pourtant les vagues lèchent en fait les habitats précaires. Alors nous, on s'est attelé à essayer de mesurer les conséquences de cette montée du niveau marin relatif sur la frange côtière et la biocénose associée, que ce soit les plages, les platis coralliens détritiques, les fronts récifaux. Donc les fronts récifaux, c'est là où vous avez des coraux vivants, et également sur la nidification des tortues vertes. Donc pour cela, on a développé une approche méthodologique multiscalaire et interdisciplinaire, aussi bien avec de la télédétection spatiale ou aéroportée par drone, des mesures topographiques et morphologiques sur le terrain, de la photogrammétrie pour les récifs coralliens, des mesures de courant, de vagues, et également pour tout ce qui est tortues et nidification, des mesures de température, de pression dans les nids, et des mesures des tortillons. Les tortillons, c'est les petites tortues. Alors les sites d'études, plusieurs ont été sélectionnés autour de l'île. Ce sont des sites avec des données historiques avant subsidence. Moi, avant d'être recruté au centre universitaire, j'ai fait ma thèse à Mayotte il y a une quinzaine d'années. Donc j'avais déjà des bases de données de cette époque. Des sites également avec des gradients de subsidence, de la façade est plus soumis à la subsidence et jusqu'à la façade ouest avec moins de subsidence. Et avec des enjeux, que ce soit de patrimoniaux, touristiques ou de conservation. Donc ici, vous avez quelques vues aériennes de certains sites, une mangrove à Bandrélé avec le village derrière, une plage récifale à Ngouja, qui est également un site du SNO d'Inalit, et une plage de Sazilek qui a été notre terrain d'expérimentation pour les tortues. Alors, premier étage de notre suivi, c'est l'évolution des profils côtiers. Donc ici, vous avez des séries temporelles.
En noir, le profil de mars 2008, qui correspond ici à un profil de... Donc vous avez la plage, le plateau corallien, ici le fond récifal. Et donc nous avons refait ces profils après la subsidence, donc entre 2019 et encore actuellement. Donc notre profil a coulé, parce que nos bornes hygiène ont coulé avec. Donc on se retrouve avec un niveau marin qui est... il y a plus d'eau en fait sur notre profil. Donc après, il n'y a pas forcément de variations encore qui sont détectables au niveau des platiers ou du fond récifal par cette méthodologie. On a bien sûr des variations morphologiques qui sont liées à d'autres phénomènes. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est certains indices sur le haut de plage. Donc que ce soit une accélération de l'érosion sur certains sites, érosion multipliée, une vitesse de recul multipliée par 5 dans ces derniers mois, avec beaucoup de sites avec des souches d'arbres, des arbres qui sont tombés. On voit bien que c'est actif. Et également donc, des épandages sableux. Pendant les grandes marées, les vagues et les swash montent plus haut. Donc là avant c'était de l'herbe, et donc vous avez eu des épandages comme ça sableux liés au swash sur le haut de nombreuses plages. Alors, comment évoluent les récifs coralliens? Donc, à l'échelle des patates de corail, des individus. Donc, une approche par photogrammétrie a été établie. Donc, ici, vous voyez mon collègue Thomas Claverie qui photographie, qui prend des centaines de photos de patates de massifs coralliens, qui nous permet de faire des reconstitutions donc, de patates ou du récif, comme ici. À partir de là, classiquement, donc, on fait des modèles numériques d'élévation que l'on peut comparer entre eux, on le fait tous les 6 mois. Et en faisant des différentiels, on peut voir l'évolution topographique avec des coraux qui croissent à une vitesse qui sont supérieures à ce qu'on pouvait voir avant. Donc, typiquement, donc là, c'est un massif de Porites où on voit des bourrelets sur le côté, où on voit ceci. Par contre, au niveau de la diversité corallienne, il n'y a pas vraiment d'évolution. Donc c'est la dimension fractale, c'est leur jargon, où on voit qu'il n'y a pas forcément plus de diversité, mais par contre il y a une tendance quand même à avoir un plus fort recouvrement. Donc c'est-à-dire que les coraux en fait poussent. Alors ça c'est à l'échelle des petites patates de corail. Maintenant à l'échelle des récifs coralliens, donc là une autre approche a été effectuée donc par télédétection spatiale, avec notamment l'exploitation d'images Pléiades à haute résolution, complétées par des mesures des relevés sur le terrain et des levées également par drone. Donc à partir d'archives, donc avant subsidence, et après on a fait des programmations pendant les grandes marées d'équinoxe pour essayer d'avoir le moins d'eau et l'agitation la plus faible sur les récifs coralliens. Donc, ce que l'on peut voir, on a une certaine évolution, mais bon, c'est pas majeur, et ça reste compris dans la marge d'erreur. Alors ici, je vous ai mis un exemple plus précis, donc à Ngouja, où on voit trois éléments, donc le front récifal en bleu, l'herbier en vert et la plage. Donc ici en 2018. Puis en 2021, donc on peut voir une certaine évolution. Et donc, mais une évolution, en fait, donc pas vraiment d'évolution majeure des surfaces et des limites d'habitat après 4 ans, donc comme je disais, qui sont inclus dans les marges d'erreur. Cependant, quelques tendances, donc mobilité des contours d'algueraies, d'herbiers, une certaine redistribution de certaines zones de coraillement, mais bon, qui peuvent être indépendants de la subsidence. Et à Ngouja, donc une diminution, une fragmentation de l'herbier, on voit bien ici, qui s'est coupé ici en deux, qui a tendance à reculer vers le haut de la côte. Et comme on a pu le voir également avec le suivi par photogrammétrie sur les patates de corail, une tendance à une colonisation en fait, du front récifal avec un plus fort taux de recouvrement. Alors maintenant, quel est l'impact sur la nidification des tortues vertes? Donc, il n'y a pas beaucoup de tortues en Bretagne ou en métropole. Donc les tortues, en fait, vont pondre leurs œufs sur le haut de plage. Elles vont creuser, elles vont première une cavité corporelle, après un puits de ponte avec leurs pattes arrière, et après elles vont reboucher le puits de ponte et reboucher la cavité corporelle. Donc là, c'est ce que l'on voit ici, elle est en train de reboucher en fait son trou. Mais par contre, ce qu'on a vu, donc, c'est que les hauts de plage sont de plus en plus soumis à l'inondation via le swash. Donc ici, c'est une illustration du site de Sazilet. On voit bien le swash qui monte jusque la forêt maintenant. Alors nous avons mis en place donc, des grosses campagnes de terrain, donc là ça a duré plus de 2 mois,
où nous avons installé donc des capteurs de pression, température dans 30 nids. Donc là, on a attendu de nuit avec la lumière rouge que les tortues montent. Hop, on allait compter les œufs dans le puits de pente collé à l'arrière de la tortue, on mettait le capteur. Et après, on est revenu donc 45 jours après. On a mis des enclos sur les nids de tortues pour capturer toutes les tortues qui allaient sortir, pour les peser, les mesurer, récupérer les capteurs, etc. Au bout de 70 jours, on peut dire qu'il n'y aura plus de tortillons qui vont sortir. Donc on a escavé les nids, on a prélevé les œufs qui n'étaient pas éclos, les tortillons qui étaient morts également dans le sable. On a compté toutes les émergences, tous les œufs. On a également disséqué les différents œufs pour essayer de déterminer donc, le stade de développement et l'arrêt du stade de développement qui s'est produit pour la tortue. Alors, quels sont donc les impacts sur la nidification des tortues vertes? On a pu voir donc un lien qui est établi entre le succès à l'éclosion et à l'émergence. L'émergence, c'est quand les tortillons sortent du sable. Et l'inondation des nids. Donc ici, vous avez un graphique et les résultats correspondants. Donc pour les nids qui n'ont pas été inondés, en fait, donc le taux de succès à l'éclosion, à l'émergence, est environ de 75%. Alors que pour les nids qui ont été inondés, vous voyez que c'est drastiquement beaucoup plus faible. On a un taux de succès à l'éclosion de l'ordre de 10% et à l'émergence seulement de 2,5%. Donc là, on voit clairement l'impact des inondations sur les nids. Et également un impact direct de l'inondation sur la taille et le poids des tortillons, où les tortillons, les nids qui n'étaient pas exposés à l'inondation, les tortillons étaient plus gros que dans les nids qui étaient inondés, de l'ordre de 3 grammes. Alors ça paraît pas énorme, mais vous voyez le poids d'un tortillon, c'est de l'ordre de 22 grammes. Donc 3 grammes, c'est beaucoup. Alors, comment on réagit, donc comment on peut répondre à cette question au bout de 4 ans? Sur les plages, on observe des épandages sableux. On voit que le jet de rive a atteint des niveaux plus élevés qu'avant, qu'il y a certaines plages qui reculent à un rythme plus élevé qu'avant la subsidence. Sur les platiers rocheux, la réaction est beaucoup plus lente, c'est normal, ça dépend en fait d'autres processus, des sédiments fournis par le front récifal. Généralement, c'est quand il y a des tempêtes ou des événements énergétiques qui vont casser les coraux, qui vont les amener sur le platier. Ces débris vont être consolidés par des phénomènes de bioconsolidation, etc. Donc ça demande plus du temps. On remarque également des durées d'inondation qui sont modifiées sur les récifs coralliens. Donc c'est variable entre les récifs, entre les différents sites de l'île. Au niveau des fronts récifaux, donc là où les coraux sont vivants, on observe donc une croissance plus rapide des coraux pour essayer de rattraper le niveau de la mer. Et enfin, pour les tortues, il y a un lien établi entre la fréquence d'inondation et le succès à l'émergence et le poids des tortillons. Les perspectives, c'est la poursuite de ces suivis éco-géomorphologiques dans les années à venir, surtout qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. La subsidence, là pour l'instant, est calme, mais ça peut très bien reprendre. Ou au contraire, c'est une chambre magmatique, donc elle peut très bien se réalimenter et l'île remonter. Donc ça, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Il faut également filtrer les changements liés à la subsidence et les variations dues au cycle naturel et anthropique. Chaque plage a une tendance à long terme, donc ça, on l'évalue, on essaie de bien le caractériser. À Mayotte également, il y a une forte dynamique saisonnière entre des vents de mousson de nord et des vents d'alizé de sud, qui implique des rotations de plage. Donc il faut essayer de voir l'impact de la subsidence par rapport à ces dynamiques. Et enfin, on va essayer de s'atteler également à la recherche d'événements semblables dans le passé, à partir d'archives, soit sédimentaires, soit dans les coraux. Donc je tiens à remercier tous les financeurs de ces travaux, aussi bien au niveau locaux que nationaux, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci d'être venu de si loin pour nous présenter de ça. Est-ce qu'il y a une question? Bonjour, merci Mathieu pour cette présentation très claire.
Moi, j'avais des questions sur les archives, alors à la fois les archives biologiques, sur les coraux. Est-ce qu'il y a eu des exercices de datation de coraux pour avoir un peu une estimation des paléo-niveaux sur Mayotte? Il y a eu des travaux de forage dans le récif barrière, hein, avec Camoin, Coudray, dans les années 90, justement, qui ont permis de déterminer le rythme de remontée du niveau marin post-glaciaire. Mais après, tout ce qui est période historique, on va dire 1000, 2000 ans, non, ça n'a pas été fait, donc c'est en projet, justement. Donc il faut trouver des beaux micro-atolls correspondants pour pouvoir faire ce type d'analyse, mais c'est prévu. Hein. Et sur les archives plus récentes, là, c'est plus les archives modernes. Donc on voit qu'il y a un trou dans les données marégraphiques. J'ai regardé sur le CHUM, je vois qu'il n'y a pas de document a priori d'archives papier. Est-ce qu'on sait s'il y avait un marégraphe? Est-ce qu'il y a des archives quelque part localement? Je ne me suis pas encore vraiment penché dessus. Je sais qu'à une époque, le marégraphe a été déplacé au port de Longoni, au nord de Mayotte, pendant quelques années, pour l'extension sûrement des quais. Mais après, non, je ne sais pas trop pour quelle raison il y a eu un gap comme ça aussi long. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière petite question? Est-ce qu'il y a des prévisions d'installer d'autres marégraphes? Parce qu'il y a un seul marégraphe sur l'île. J'ai déjà eu des discussions avec Thomas, je crois, notamment sur ça, qui me demandait est-ce qu'il y avait possibilité d'installer d'autres marégraphes. Le problème, c'est que pour installer des marégraphes, il faut quand même des structures assez dures. Il faut une digue ou un quai. Et à Mayotte, il n'y a que le port de Longoni au nord. Sinon, tout le reste, il n'y a pas de structure dure. Donc ça me paraît délicat, mais on aimerait bien, justement, notamment dans le sud, où c'est qu'on a pas mal de terrains d'études, mettre ça en place, quoi. Mais pour l'instant, on est limité par les infrastructures. Très bien, merci. Je ne comprends pas trop la dernière réponse, parce que tu dis qu'il y a quand même, je ne sais plus quel était le chiffre, il y a quand même un pourcentage qui n'est pas ridicule de côtes rocheuses. Donc, Oui, mais il y a toujours le récif frangeant devant, en fait. Tu as ta falaise rocheuse, et après tu as le récif frangeant. D'accord. Donc, voilà. Il n'y a pas de darse, il n'y a pas de porte de plaisance, si tu veux. On est vraiment toujours en eau. Parce qu'à Mayotte, il y a aussi 4 mètres de marnage, aussi, pendant les vives eaux. Donc tout est platier, en fait. Et, avant subsidence, ils étaient à sec, pendant les grandes marées. Maintenant, ils n'y sont plus. Mais tu as cette problématique, en fait, d'avoir donc des ports profonds, entre guillemets. Après, il y a peut-être d'autres solutions. Justement, je suis ouvert à toute proposition pour installer... des capteurs de pression, ou je ne sais pas. Oui, tout à fait. Oui, Ouais. Oui, il y a des beaux... Allez, mettre un GNSS réflecto tout en haut, là, tu verrais loin. Et donc, oui, et dans le reste de l'archipel, il n'y a pas moyen de récupérer des données de marégraphie, il n'y a peut-être plus rien. De les communs, tu Oui. parlais? C'est délicat, hein, déjà, d'un point de vue infrastructure eux-mêmes. Je ne sais pas si ça fonctionne également. Et après, d'un niveau politique, parce que le statut de Mayotte est un peu délicat avec les Comores. Donc, sûr, essayer de récupérer des données auprès d'eux, ça me paraît compliqué. Hein. Bon, je ne sais pas, ça aurait pu être un axe de coopération, justement. Oui, bien sûr. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pardon. Franck Mazas, Artelia. Enfin, c'est vrai que nous, en bureau d'études, depuis 2 ans, on a été pas mal sollicités sur l'archipel et un peu au nord-est, au nord-ouest, au sud-est, etc. Au niveau des tortues, est-ce que vous avez observé éventuellement une réaction des tortues qui peut-être auraient tendance à monter plus haut à faire leur nid plus haut sur la plage, avec un peu les conséquences adverses que ça peut avoir, parce que ça peut avoir tendance justement à fouiller sous les arbres, et puis ça... Il y a vraiment de tout, en fait. C'est assez aléatoire, en fait. Les tortues, des fois, si elles rencontrent un tronc, elles peuvent faire demi-tour. On a bien vu des tortues qui pendaient dans des niveaux assez bas. Là, il n'y a pas de succès à l'éclosion. Il y a des tortues, justement, qui montent maintenant dans la forêt et qui vont essayer de pondre dans la terre. Donc, qui n'arrivent pas à creuser, hein, parce que voilà, les tortues, c'est fait pour pondre dans du sable, pas dans de la terre qui est compacte. Et donc après, toutes les plages de Mayotte sont assez réduites, donc que ce soit en largeur et en profondeur également. Donc c'est l'espace d'adaptation. Il y a un autre terme, je ne sais plus. Mais généralement, tu as la plage et après, ça monte assez brusquement. Donc si ton niveau marin augmente, cette plage, elle va être contrainte justement par cette falaise qui est en arrière. Et les tortues, à un moment, elles vont rester également bloquées. Donc c'est le risque. Mais on voit bien qu'il y a des tortues qui pondent maintenant dans la forêt. Alors, très rapidement, parce qu'on est déjà en retard, donc une question très courte, s'il vous plaît. Nicolas Poufon-de-Chaume, donc on pourra vous accompagner naturellement s'il devait y avoir des
des possibilités d'installation d'autres observatoires barographiques. Et moi, j'avais une question par rapport à l'ITO 3D. Il y a un programme de levée aéroportée, donc Terre-Mer, en 2012-2013. Est-ce que ça vous semblerait utile de refaire une campagne pour voir un peu ce qui s'y passe et ce qui s'y est passé depuis à cette subsidence? Bien évidemment, ça ne serait pas utile, ça serait nécessaire, en fait, de le faire. Parce que celle de 2012, en plus, n'a pas une résolution top. Donc là, avec la technologie qui a évolué, ça serait vraiment nécessaire. C'est une demande, hein, avec plusieurs collègues du MEMER Espace Dev aussi, on avait commencé à réfléchir à ça. Donc je sais que l'ADL serait prêt à accompagner aussi financièrement un tel levé. Donc si ça peut se faire, ça serait vraiment une très très bonne chose. Ouais. Merci.